Si je vous fais cette vidéo, eh bien c'est pour vous parler de mes dernières lectures. Et là, il y en a une petite pile, donc j'en profite pour vous faire cette petite vidéo. Je commence tout d'abord avec A Business Proposal, le tome 4. Si vous ne connaissez pas l'histoire, on est sur une romance très clairement entre un PDG qui a pas mal de rendez-vous arrangés faits par son grand-père parce qu'il veut qu'il se marie avec une héritière, sauf qu'il en a ras-le-bol et donc il a dit la prochaine que ça arrive, avec qui j'ai le rendez-vous arrangé, peu importe qui c'est, je me marie avec elle. Sauf que la femme en face qui est censée, avec qui il est censé être, ce n'est pas elle, c'est sa meilleure amie qu'elle a envoyée à sa place et qui se trouve être bizarrement son employé à lui, même s'il ne s'en rend absolument pas compte, puisqu'elle s'est grimée, elle a mis des faux cheveux et tout, elle est maquillée et habillée de manière très différente. Mais comme il a dit que de toute manière il allait l'épouser, donc il décide de jouer le tout pour le tout et d'essayer de séduire cette fille malgré tout. Et à contrario, eh bien, on a le secrétaire de ce type, de ce PDG, qui lui va tomber amoureux à l'inverse de la riche héritière, qui est la meilleure amie de celle-ci. Bref, du coup, on a deux romances dans l'un, et c'est assez chouette. Je vous avouerai que bon, là, on est au tome 4, donc les relations commencent à se faire un petit peu de part et d'autre. Il y en a une qui avance beaucoup plus vite, hein, très clairement. Celle-ci du secrétaire et de l'héritière avance beaucoup plus vite que l'autre, ce sont les personnages secondaires. Mais ouais, j'aime beaucoup. Au niveau des graphismes, on est comme dans n'importe quel webtoon, hein, dans ce style-là. C'est assez chouette, et bien voilà, comme je peux pas vous dire grand chose de plus, si vous ne l'avez pas lu, moi je vous dis foncez, c'est très chouette, c'est coloré et ça fait bien un petit peu d'amour dans ce monde de brut. J'ai aussi avancé une autre série du coup, Spy X Family, le tome 14. Là on est plus sur quelque chose d'une comédie, hein, si je puis dire. On est sur deux pays ennemis, on a d'un côté le pays de l'Est et le pays de l'Ouest. Et on suit un espion qui s'appelle Twilight et qui a une mission. Et pour faire cette mission, il doit se créer une famille. Donc il va adopter une petite fille, mais cette petite fille a des pouvoirs de télépathie, elle peut lire dans les pensées, donc elle sait que c'est un espion. Il va récupérer une femme qui va devenir la belle-mère, mais celle-ci c'est une mercenaire, c'est une tueuse à gages. Et il va récupérer un chien qui, lui, a des... comment on appelle ça, des visions, mais à court terme. Sauf que personne ne sait le secret des autres, sauf la petite fille, vu qu'elle est télépathe, elle sait. Donc voilà, c'est assez humoristique, c'est assez chouette. Là, évidemment, l'histoire avance, la mission avance, les relations aussi se complémentent et tout et tout. Donc c'est assez chouette, assez loufoque. Si vous aimez ce style-là, c'est... moi, j'adore, donc évidemment, je vais continuer. Ensuite, deux salles, deux ambiances. Vampire Night, le tome 9 que j'ai reçu et que j'ai direct lu. On est bien sur un monde où les vampires existent, mais à la base se cachent des humains. Et on va avoir une jeune fille qui s'appelle Yuki et qui va être attaquée par un vampire, très clairement. Et elle va être sauvée par un autre, donc il va aller l'emmener dans un internat, si je puis dire, où le directeur est au courant de l'existence des vampires. Et il va essayer de créer justement une coexistence entre les vampires et les humains, en faisant dans son école une classe de jour et une classe de nuit. Comme ça, le jour, les humains vont à l'école et la nuit, les vampires vont à l'école et essayent de cohabiter avec les humains, tout en gardant évidemment le secret. Donc Yuki sert un peu justement de surveillante, de CPE si je puis dire, avec du coup son demi-frère adoptif, Zéro, qui lui à l'inverse vient d'une famille de chasseurs de vampires qui a été décimée par les vampires. Donc ils n'ont pas du tout évidemment la même vision des vampires. Elle les voit pas forcément comme des méchants, elle les voit celui-là qui l'a sauvé comme un sauveur forcément, et puis lui par contre il les déteste et évidemment il veut tous les ébouiller. Donc on a ces deux visions-là qui s'affrontent et on a évidemment énormément d'intrigues, de complots. C'est pour ça que là arrivé dans le tome 9, moi je commence à en avoir un petit peu marre parce que en fait c'est des doubles tomes, hein. Là j'en suis du coup au 18. Et les complots politiques, ça commence à être relou. Les guéguerres, les hésitations à l'ancienne, là, les triangles amoureux, ça me gonfle d'une puissance phénoménale. Je veux pas être un méchant, mais en même temps je veux être gentil, mais en même temps j'ai pas envie d'être gentil parce que sinon tout se passe pas comme je veux. Non, ça me gonfle. Très clairement, les gars, faites des choix, abandonnez ou faites quelque chose, mais ouais, c'est sombre, hein, c'est très nostalgique. J'ai regardé ça, l'animé, quand j'étais au collège, je crois. Donc voilà, c'est surtout un effet nostalgique, cette lecture, mais je l'apprécie pas autant que j'aimerais l'apprécier. Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là. Donc je continue, j'ai aussi lu You're My Soulmate, le tome 1 et le tome 2. Je pensais à un truc, mais en fait ce n'est pas du tout ce que je pensais que c'était, et ça va faire la même chose pour la série de manga suivante. C'est une nouvelle saga que je commence, oui, parce que j'ai dit que je commençais pas d'autres, mais comme je suis bloquée parce que les prochains que je veux, je ne peux pas avoir les tomes, du coup je commence une nouvelle saga. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui débarque de sa campagne, mais qui veut vivre une histoire d'amour, donc sa pote va l'emmener à une soirée, et lors de cette soirée, elle va rencontrer quelqu'un
qui va être totalement torchée, donc elle va le prendre au début pour un bad boy, sauf qu'au finalement, eh bien, elle va se rendre compte qu'il est bien plus que ça, et elle va lui expliquer que elle, oui, elle veut aller en boîte de nuit pour pécho, mais pas juste pour pécho un coup d'un soir, elle veut rencontrer son âme sœur, donc il faut bien qu'elle sorte pour le rencontrer. Et donc lui va décider de l'aider à faire des rencontres, sauf qu'au final, et bien évidemment, vous vous en doutez, il commence à avoir des sentiments l'un pour l'autre. Elle se rend vite compte qu'elle commence à avoir des sentiments pour lui. Lui, c'est plus lent, c'est plus distillé. Il se comporte un peu avec elle comme si c'était une petite sœur, même si finalement, c'est pas si petite sœur que ça. Surtout que par un heureux hasard, en fait, lui, il va lui présenter un pote avec qui elle pourrait matcher. Sauf que ce pote, en fait, eh bien, est aussi très ami avec le premier amour de la meuf. Et le destin va faire qu'ils vont se retrouver grâce à ces deux maillons intermédiaires, et du coup il va y avoir une grosse hésitation parce que est-ce qu'elle va retourner avec son amour de jeunesse, est-ce qu'elle va aller avec ce nouvel amour là, voilà, donc on est sur ça pour le moment, et j'ai très hâte de lire la suite. Donc là je sais que le 3 et le 4 sont sortis, et le 5 sort en avril, donc voilà, très clairement, je pense que je vais les acheter incessamment sous peu, vous les verrez dans les prochaines updates. Et donc, quand je vous parlais d'une saga aussi, que je pensais que c'était quelque chose, en fait, c'est pas du tout ça, j'avais rien compris, parce que je l'ai acheté, comme je vous ai dit, ça arrive de plus en plus maintenant que sur mon trend de YouTube, je vois des mangas, des animés, et donc du coup, ça me donne envie. Donc, Oni Lemon Soda, donc j'ai pris le tome 1 et 2, et je les ai lus. Je pensais qu'on était sur une histoire de réincarnation dans des corps, et en fait pas du tout, je sais pas pourquoi j'avais pensé à ça. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui se fait maltraiter, très clairement, enfin pas maltraiter, elle se fait harceler, voilà, plutôt à l'école, et maltraiter du coup aussi. Du coup, elle est surnommée la pierre parce qu'elle ne réagit jamais malgré tout ce qui se passe, et donc ça va être comme ça au collège, et quand elle va aller au lycée, vu qu'elle a des très bonnes notes, on lui dit qu'elle pourrait aller dans une école prestige, mais non, en fait, un soir, un garçon va l'aider, et donc du coup, elle va décider d'aller dans le même lycée que lui. Ce garçon, je vous en souviens, c'est celui-là qui est sur la couve. Et quand elle va débarquer, eh bien, malheureusement pour elle, elle veut changer de vie. Elle veut essayer de ne plus être la pierre, d'être une fille qui sourit, qui parle, qui est sociable et tout. Mais elle a beaucoup de difficultés. Et quand le gars s'en rend compte, eh bien, il va l'aider en fait. Petit à petit, justement, il va lui dire, t'es peut-être une pierre, mais en gros, t'es un diamant. Il faut te tailler, t'es un diamant brut. Donc en gros, il va l'aider à sortir de sa coquille. Et évidemment, lui, c'est le gars populaire et tout et tout. Et bien forcément, elle va commencer justement à avoir des sentiments pour lui. Est-ce que c'est réciproque ? Tout est dans l'enjeu. Donc pareil, je pense que je vais continuer parce que c'est assez chouette, c'est assez doux, c'est bienveillant, donc je vais continuer, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Autre salle et ambiance totalement différente, Divine Darkness, ça y est, j'ai encore fini une saga. Est-ce qu'on n'est pas trop content de soi? Un petit peu si quand même. Donc Divine Darkness, tome 3 de Anatrice, ça y est, c'est lu. On est sur un monde où il existe des dieux, en l'occurrence il y a deux dieux dits essentiels justement, on a le dieu du jour et le dieu de la nuit, donc Night et Sun qui se partagent le monde un peu, mais il y a d'autres dieux, tu as la rose, le dieu de l'amour, il y a, comment elle s'appelle, Sélénée, la déesse de la lune, et on a, je sais plus comment elle s'appelle, celle de l'acier. Et en dessous, on a les souterrains où ils vivent les humains, les éphémères. On va suivre Danae, qui est une princesse justement du monde souterrain, des éphémères, et qui va être très clairement réclamée par le dieu Sun, qui descend du coup dans les souterrains pour dire, écoutez, cette jeune fille, je la veux, qu'elle devienne ma fiancée. Donc il va la ramener à la surface. Elle ne va pas trop comprendre ce qui se passe, parce que c'est une jeune fille qui a toujours été laissée pour compte justement dans son royaume, mais elle n'a jamais supporté justement les différences de caste, le fait qu'il y ait des gens qui sont très pauvres et d'autres très riches, et donc elle faisait un peu son Robin des Bois en fait, ça a toujours été elle la rebelle de la famille. Et là elle ne sait pas pourquoi, alors qu'elle n'a absolument rien d'une belle princesse, voilà. Le dieu Sun la réclame en mariage, mais le dieu Night, qui est son frère jumeau, pour faire chier son frère, très clairement, il va l'enlever et il va passer un pacte avec Danae, en gros. Si tu ne veux pas que je décime ta famille, on passe un pacte, tu joues la comédie en étant ma maîtresse pour faire enrager mon frère, et en échange, en gros, je ne tue pas ta famille. Mais ça, c'est que le début du tome 1, et évidemment, il va se passer plein de choses. Il faut découvrir les intrigues politiques qu'il y a autour et tout. C'est un monde qui a été créé beaucoup plus vaste. Comme je disais à certains, si vous avez aimé tout ce qui est Le sang et la cendre, la saga d'Oren à Cotard, je pense que vous allez aimer cette saga, parce qu'on est typiquement dans ça. Sun, c'est Zeus, si vous voyez un peu l'archétype, et puis Night, c'est Hadès, si voilà, vous voyez d'autres archétypes. On est sur ce style-là.
il y a pas mal d'intrigues, de complots, il y a beaucoup de messages aussi. Il y a des trigger warnings, hein, très clairement, les gars. Ça parle de maltraitance infantile, d'abus de parents sur enfants. On a de la cruauté, de la torture, c'est la guerre à un moment, donc évidemment il y a du sang, il y a pas mal de choses. Il y a du smut, et ça c'est ce qui a été énormément reproché à cette saga. Je ne comprends pas pourquoi, je vous avoue, parce que tout est clair dans l'univers. Oui, il y a pas mal de smut aussi avec les personnages, mais en même temps ça s'explique puisque les deux dieux essayent de séduire la fille, donc pour moi c'est assez, entre guillemets, normal qu'ils essayent aussi de la séduire du côté charnel, du côté sexuel. Donc pour moi ça ne pose pas de problème. Mais j'avoue que certains ont dit que c'était trop pour eux. Je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas compris les règles qui existent dans le royaume de Night, comme j'en parlais avec certaines filles, où chez Night, en gros, tu peux faire ce que tu veux à partir du moment que tu ne fais pas de mal à autrui. Donc oui, en effet, le sexe là-bas, c'est très débridé. Tu peux te retrouver dans la rue, avoir deux personnes qui forniquent en plein milieu de la rue, mais font de mal à personne, donc c'est autorisé. Tu as des couples libres, tu as de la sexualité assez à tout va dans cette saga, mais en même temps, c'est toujours fait dans le respect. Donc moi, je trouve que c'est justement bien d'introduire ce genre de choses, parce que c'est pas toujours le cas. Et là, bah, pour moi, c'est très bien fait, justement. On a un système de lacets, de rubans dans le monde de Night. En gros, selon la couleur de ton ruban, ça veut dire si tu es dispo ou pas dispo, si tu es intéressé ou pas intéressé. Par exemple, le en or, c'est que tu es, entre guillemets, marié, même s'il n'y a pas de mariage, justement, chez Night, c'est que tu es déjà avec quelqu'un et tu n'es pas ouvert. En argent, à l'inverse, tu es déjà avec quelqu'un, mais tu es ouvert. Si c'est en noir, en gros, tu es en deuil. Je sais plus c'est quoi en autre couleur aussi, mais bref, vous voyez, il y a des systèmes de couleurs pour justement qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là, il n'y a pas de viol, il n'y a pas d'agression sexuelle chez Night, parce que tout ça est bien rigé, et donc certains trouvent que c'est trop sexuel et tout, mais en même temps, comme je disais avec Cynthia, le gars il a 28 000 ans. Vous croyez quoi, qu'il fait toujours la même position depuis 28 000 ans? Évidemment que non, et qu'il est expérimenté, et qu'à l'inverse, celle qu'on suit Danae, son point de vue, bah forcément, elle est un peu comme nous, le lecteur, on découvre tout, parce qu'on a déjà des mœurs qui sont les nôtres, entre guillemets, on a des mœurs d'humains, et Danae a les mêmes mœurs que nous. Alors que là, on arrive dans un monde où c'est un monde de dieux. Encore une fois, ce sont des dieux, ce ne sont pas des humains. Vous ne pouvez pas leur mettre le même comportement que nous. Donc oui, ils font des choses que nous, on ne ferait pas, mais c'est normal. En même temps, ils ont ce qu'on appelle justement l'expérience. Ils sont là, c'est pas faire leur missionnaire pendant toute leur existence, ils sont l'éternité. Donc forcément, ils testent des choses différentes. Donc voilà, je peux comprendre que pour certains, c'est trop smutty. Mais enfin, si vous avez lu Le sang et la cendre, ça ne sera pas trop smutty pour vous, parce que ça l'aide pas plus. Perséphone et Hadès, par exemple, Hadès et Perséphone, pour moi, est trop smutty, parce que justement, il y a du sexe pour du sexe, qui n'a aucun intérêt, qui ne sert pas, alors que là, le sexe, justement, sert l'intrigue et voit l'évolution de la relation en fonction de ça. Donc, moi, j'ai adoré, et je la recommande si vous aimez ce genre de romantisme, évidemment. Autre lecture aussi que j'ai fait, c'est Hunger Games. Et oui, le dernier qui est sorti sur Emmich, que j'ai écouté en audiolivre, et que je suis plus que ravie. Comment vous dire que... oui, moi contente. Donc je pense que vous connaissez Hunger Games, on est sur une dystopie où les États-Unis ne sont plus les États-Unis comme on les connaît, mais c'est un Panem, la capitale, un peu comme si c'était Washington, avec 12 districts. Enfin, à la base, il y en avait 13, mais ils se sont rebellés contre la capitale, contre le Capitole, et du coup, le 13e a été détruit, très clairement. En gros, ils ont envoyé une bombe nucléaire là-dessus, et du coup, il reste 12 districts. Et pour les punir, eh bien, tous les ans, on réclame 2 tribus à chaque district, à chaque état, en gros. Hein. Un garçon et une fille entre 12 et 18 ans, je crois, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et ils sont envoyés dans une arène pour se battre à mort. Et à la fin, il n'y a qu'un seul vainqueur. Tous les 25 ans, ils ont décidé de faire ce qu'ils appellent les jeux de l'expiation, c'est-à-dire pour honorer cet anniversaire, eh bien, les règles sont changées. Il y a des changements, justement, comme je vous disais, dans les Hunger Games. On suit dans les 3 premiers Hunger Games Katniss Everdeen, qui est au 74 et au 75e Hunger Games. Donc voilà, et on a eu du coup celui-là sur Snow, le préquel qui est sorti il y a, je sais plus, 2 ou 3 ans, où on était au 10e Hunger Games, où Snow arrive justement en tant que, dans les Hunger Games, en tant que mentor et tout, et il va changer pas mal de choses dans les Hunger Games, qui avant étaient juste un peu en mode gladiateur, on les envoyait dans une arène et on s'en foutait de comment ça allait finir, alors que là, c'est un peu lui qui a initié le fait que les jeux deviennent vraiment les jeux que nous, on connaît grâce à la trilogie Hunger Games. Et là, du coup, elle vient de sortir celui-là sur Emmich, son jeu à lui.
comment il est arrivé à devenir mentor. Et donc, lui, il a vécu les 50e Hunger Games. Et donc, lors des 50e Hunger Games, on n'envoie pas 2 tribus, mais on en envoie 4. On envoie 2 filles et 2 garçons, en gros, pour montrer toutes les pertes qu'il y a eu au Capitole. En fait, à chaque, justement, comme je disais, à chaque anniversaire, il se passe quelque chose d'exceptionnel. Pour le 25e anniversaire, si je ne me trompe pas, c'était les gens du district qui votaient qui ils allaient envoyer. Alors que normalement, lors des jeux normaux, en fait, on fait un tirage au sort. Donc là, dans le 50e où on suit, comme je vous ai dit, c'est 4 personnes qui sont envoyées au lieu de 2. Et dans celui-là du 75e que vous verrez dans la trilogie, eh bien, ce sont les anciens vainqueurs qu'on envoie. Donc vous voyez, c'est un peu ça le délire. Donc là, on suit, comme je vous disais, Mitch, qui est un jeune garçon, je ne sais plus, de 16 ou 17 ans, et bien qui va entrer dans les Hunger Games. Et enfin... J'ai adoré parce que on retourne dans le district 12, dans cette ambiance. Il y a des personnages qu'on apprend à découvrir quand ils étaient plus jeunes, justement, parce que nous, on les découvre justement 25 ans plus tard, quand ils sont au 74e Hunger Games avec Katniss. Certains, on les revoit là quand ils étaient plus jeunes, le pourquoi du comment ils en sont arrivés à là, dont notre fameux Mitch, qui est le mentor de Katniss. Et moi, ça m'a brisé le cœur parce que tu sais la fin, puisque tu as lu l'histoire de Katniss, donc tu sais comment ça va se passer. Et en même temps, tu t'attaches beaucoup au personnage et c'est très bien fait. Les clins d'œil qui sont tirés de partout, beaucoup criés au fanservice, mais en même temps, c'est fait pour ça. Hein. Je suis désolée, mais c'est pas comme si elle inventait une suite. Elle revient sur des personnages et elle leur remet tout un lore, tout un contexte. Et moi, je trouvais que c'est du fanservice qui est bien fait, en fait. Voilà. Vous pouvez crier au fanservice si vous voulez, mais les fans, justement, vont aimer ce qu'ils vont lire parce que je sais pas quoi vous dire. Moi, c'était une pépite pour moi. C'était très bien fait. Ça m'a redonné envie de me refaire la trilogie. D'ailleurs, ce que je suis en train de faire, là, j'ai regardé le 1 et ce soir, je vais regarder le 2 et demain, je vais regarder le 3 partie 1 et après-demain, le 3 partie 4. Mais voilà, je peux que dire, c'est bravo, clap, Suzanne Collins, tu es t'es une des meilleures, franchement. J'ai adoré. Certains disent, ouais, voilà, que on n'apprend pas grand-chose. Mais en même temps, oui, on n'apprend pas grand-chose, c'est normal. On revient sur le passé et en fait, on nous détaille ce qu'on sait déjà. C'est juste ça, en fait. C'est comme si on faisait un zoom sur des choses et sur pourquoi un tel s'entend bien avec un tel, pourquoi un tel ne s'entend pas bien avec un tel, pourquoi certains se sont rebellés contre le Capitole, pourquoi d'autres ne se rebellent pas contre le Capitole. Enfin bref, qui était ami avec qui, les liens qu'il y a, parce qu'encore une fois, Mitch, il vient du district 12, donc on a des noms qui reviennent. Des noms de famille que vous savez qui vont avoir ces personnes-là, vont avoir des enfants et que vous allez revoir dans la trilogie après. Donc voilà, c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est que on est replongé dans l'ambiance et franchement, son pari est réussi. Moi, je lui dis bravo. Il y en a qui réclament justement sur Finnick ou sur d'autres personnes. Et moi, si elle veut, je serai là en fait, je répondrai présent parce que si c'est pour nous faire des bonbons comme ça, je dis oui. J'avais le cœur brisé en miettes. Mais je signe, je signe, je suis désolée, mais c'est juste parfait. Donc moi je vous le conseille, si vous avez aimé Hunger Games et que vous en voulez toujours plus, eh bien lisez-le. Je ne pense pas qu'il va vous décevoir, sauf si vous cherchez la petite bête et que en gros vous voulez qu'elle vous révolutionne l'univers. Non, elle ne va pas vous révolutionner l'univers, elle va juste vous apporter plus de détails et rester un petit peu plus dans son univers-là qu'elle a créé. Donc voilà. Si vous avez lu les livres d'ailleurs dont je vous parle, n'hésitez pas à parler avec moi en commentaire, donnez votre avis aussi, ça peut être intéressant d'échanger là-dessus, j'adore ça en général. Donc j'ai lu Backgammon, le tome 1, qui est une BD jeunesse. Je sais pas quoi dire pour ne pas être méchante. Très clairement, on est, comme vous devez vous en rendre compte, sur une parodie des Pokémon. Mais ça aurait pu être bien fait. Mais ce que je reproche justement à cette BD, c'est que ça n'a pas été bien fait. C'est ridicule en fait. Ça n'est même pas drôle malheureusement. Donc j'ai vu les petites notes d'humour qui ont essayé d'être placées au référent justement à des trucs qui sont un peu loufoques dans les Pokémon, comment sa mère puisse laisser partir son fils à l'aventure comme ça alors qu'il a 12 ou 13 ans. Enfin vous voyez, c'est complètement débile. Dans la réalité, ça se passerait pas comme ça. Et je l'entends, mais il y a plein de petits trucs qui font que ça ne marche pas. Les Pokémon qui sont inventés, là, en fait, c'est des trucs qui sont, encore une fois, tournés assez en dérision. Et les Pokémon, de base, ne sont pas quelque chose de révolutionnaire. Mais après, je ne suis pas objective parce que c'est vrai que j'adore la licence Pokémon. Mais moi, c'est parce que c'est quelque chose de générationnel. Et voilà. Mais
les premiers en tout cas, parce que j'avoue que les derniers ils sont quand même un peu chelous, mais les premiers avaient quand même un minimum de sens. Hein. Pikachu c'est une souris électrique, voilà, on va pas chercher midi à 14h. Là, le chat poire ou le poisson pané, bon encore le poisson pané si on peut avoir un double sens, mais enfin, voilà, il y a plein de petits trucs qui font que non, je n'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça assez bête, assez vulgaire. Il y a des messages que je ne comprends pas, justement, au niveau de tout ce qui va être harcèlement ou... Enfin, du coup, c'est pas du tout le genre de message que je mettrais entre les mains pour ma nièce, par exemple, pour une enfant de son âge. Non, je trouve ça pas drôle, je trouve ça pas intéressant. Donc, désolée, mais ça m'arrive pas souvent, hein, parce que j'aime pas descendre les livres, mais là, je n'y vois aucun intérêt pour le coup. Donc voilà, on va vite passer à autre chose. 2 salles, 2 ambiances. J'ai lu aussi L'Enfant Fantôme. Enfin, c'est L'Enfantôme. Waouh. Là, pour le coup, on est sur une BD qui est adulte et qui est assez particulière. On est sur 3 personnes qui sont des cancres d'un lycée. Et ils vont être envoyés en réunion avec leur conseiller d'orientation, et leur conseiller d'orientation va leur faire passer un contrat. S'ils n'augmentent pas leurs notes, s'ils font toujours partie des derniers, s'ils ne réussissent pas à avoir leur diplôme, leurs parents les tueront à la fin de l'année. Et sauf que ce que les jeunes vont prendre pour une blague, ils vont se rendre compte que finalement, c'est peut-être pas une si blague que ça. Je vous avoue qu'on est sur une ambiance plutôt glauque, plutôt chelou. Je sais pas trop comment vous le faire comprendre. Ce n'est pas une lecture à faire très clairement si vous n'êtes pas bien, parce que comme vous voyez, c'est une lecture qui est assez sombre, avec des traits d'ailleurs très durs et très hard. Je pense qu'on est sur justement un peu une dénonciation de la pression sociale, la réussite à l'école, la réussite au travail, et justement les traumatismes que ça peut en créer. Mais il y a aussi toute une partie de l'histoire, pour ceux qui l'ont lu, Le Monde des Fantômes, que j'étais en mode « Mais what the fuck ?» Je ne comprenais pas où voulait en venir l'auteur à ce moment-là, bon, même si je pense que au final, je pense que j'ai compris, mais je ne suis même pas trop sûre. Donc voilà, c'est spécial, dirons-nous. C'est pas une lecture détente, c'est une lecture quand vous avez envie de vous prendre la tête, de vous faire des petits nœuds au cerveau et de vous dire « Ah, j'aimerais bien un truc gore, un peu spécial, voilà, qui me met mal à l'aise. » Lisez ce genre de choses, ça rentre totalement dans les critères. Encore une fois, une BD qui n'a absolument rien à voir. Je passais du coq à l'âne, tout simplement. L'histoire de l'art au féminin, qui est une BD, mais c'est surtout pour moi une compilation, comme vous pouvez voir, hop, de pas mal d'artistes féminines. En fait, on part du principe de 2 jeunes femmes justement qui visitent je sais plus quel musée, et du coup, quand elles visitent le musée, elles se rendent compte qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes féminines qui sont présentes dans les musées actuels, et elles vont discuter avec 2 statues, la statue d'Apollon et d'Artémis, et justement elles vont retracer l'histoire comme ça, voir comment les femmes ont depuis toujours été artistes, mais selon les époques ont plus ou moins été effacées de l'histoire, puisque comme vous le savez, comme le dit l'adage, l'histoire s'écrit par les vainqueurs, et en règle générale, les vainqueurs dans l'histoire, ce ne sont pas les femmes, ce sont les hommes, avec pas un grand H, du coup je me mets un petit H. Donc voilà, c'est très intéressant de voir justement comment les femmes de tout temps ont essayé de se faire une place, et même justement dans l'art, même si on ne voulait pas d'elles. Et voilà, c'est bien aussi justement de restaurer certains noms qui ont été mis dans l'oubli, parce que justement on voulait gommer le fait que les femmes ne sont pas que des mères et des femmes, des épouses. Voilà, elles peuvent être aussi des grandes artistes. Certaines œuvres étaient attribuées à des hommes de leur entourage au lieu que ça soit à elles. Donc voilà, c'est bien de redonner à César ce qui est à César, comme on dit. Et d'autres, voilà, où les œuvres, eh bien, on ne savait pas à qui les attribuer, et maintenant on découvre que ce sont des femmes. Et donc voilà, moi j'aime bien ce genre justement d'ouvrage. La plupart des noms, je vous avoue, je ne les connaissais pas. Pourtant, j'ai fait des études d'art. Donc voilà, j'étais très contente d'en apprendre plus. Donc si vous aimez ce genre de lecture qui veut vous permettre d'apprendre des choses, allez-y, foncez. Pareil, haute lecture et autre militantisme, si je puis dire, même si, voilà. Racine, c'est l'histoire, alors je pense que c'est biographique, hein, d'une jeune femme qui vient de La Réunion et qui est blanche, mais qui a les cheveux typés, crépus, et qui du coup va nous retracer justement toute son histoire avec ses cheveux, comment elle les déteste parce qu'à cause de ses cheveux il faut qu'elle se lève une demi-heure plus tôt que ses frères qui eux ont juste à les raser et qui voilà, ils s'en battent les steaks.
comment, voilà, on nous explique aussi comment il faut vivre avec ses cheveux, comment on les traite, comment ils sont perçus par la société aussi. Il y a pas mal de sujets que je trouvais justement très intéressants, parce que moi, je vous avoue que les discriminations liées au genre, je connais, liées à l'orientation sexuelle, je connais aussi, mais c'est vrai que celle-ci, cette discrimination-là, qui est raciale, étant une femme blanche, eh bien, je ne le connais pas. On va appeler un chat un chat. Donc, je trouvais ça très intéressant aussi. J'en avais déjà entendu parler, évidemment, puisque je m'étais un peu renseignée sur le sujet par différents prismes. Mais du coup, donc on sait que pour les femmes, par exemple, on a la taxe euro, justement, le fait que nous, nos produits de beauté, eh bien, ils coûtent plus cher que les produits de beauté des garçons, puisque comme depuis toute petite, on est habitué à nous dire qu'en gros, notre seule valeur, c'est notre beauté, eh bien, on investit plus économiquement dedans celle-ci. Et donc là, on se rend compte que justement, pour les femmes d'une certaine minorité, les femmes, on va dire, pour le coup, là, on va plus parler sur de l'afro, au niveau de la texture des cheveux, eh bien, elles, en plus, elles ont justement encore plus de produits de beauté pour entretenir leurs cheveux que pour une femme, on va dire, de type caucasien. Donc c'était très intéressant justement de voir qu'elles aussi, elles avaient en plus que les autres femmes une surtaxe, des centaines et des centaines d'euros qui passent juste pour leurs cheveux. C'est très intéressant justement de voir aussi comment justement elles ont été déculturalisées. Non, je pense pas que mon mot est français, mais parce que justement elles retracent toute sa comment dire ça, toute sa tradition, se rendre compte justement qu'est-ce que veut dire ces cheveux, d'où ils viennent, pourquoi on les considère comme ça, parce qu'évidemment, on va parler aussi à un moment d'esclavage, et donc du coup, de ce type de cheveux-là qui étaient assignés aux esclaves, et donc du coup sales, et donc du coup, les blancs réclamaient à ce qu'on les cache, à ce qu'on les lisse, à ce qu'on les gomme, en fait, justement pour gommer ce qu'eux considéraient comme anormal ou comme sale, parce que c'était un type de cheveux typé pour les esclaves, alors que non. Et comment aussi justement toutes les traditions, les tresses et tout, elles ont des significations selon les pays, selon les ethnies, selon les tribus. Il peut y avoir signification au niveau social, au niveau genre, au niveau aussi situation matrimoniale. Voilà, les tresses qu'elles se font ont des symboles et ils veulent dire des choses. Donc c'était très intéressant, franchement, moi j'ai adoré. Je trouvais ça comme je dis encore une fois, très intéressant. Il y a aussi le fait de tous les stéréotypes et tous les préjugés qu'on peut avoir. Par exemple, elle, à un moment, elle va se retrouver confrontée justement au fait qu'on va la considérer comme pas professionnelle. À un moment où justement, elle va avoir une coupe afro, ses cheveux vont être libérés de son lissage emblématique. Et ça, j'avais vu justement des données aussi qui disaient sur ça, c'est que les employeurs vont avoir tendance à considérer une femme qui a les cheveux crépus pas professionnelle, alors que ça n'enlève rien ses talents. Justement, elle, c'est ce qu'elle avait remarqué. Ça faisait plusieurs années qu'elle travaillait dans son entreprise en se lissant les cheveux. Et à partir du moment où elle a eu les cheveux en mode plus crépus, son employeur lui a fait comprendre que c'était pas très approprié, tu vois, dans l'entreprise. Alors que, ça ne change rien au fait qu'elle fasse toujours les mêmes tâches et qu'elle était aussi appropriée que hier. C'est juste que là, elle a changé de coiffure. Voilà. Et pour le coup, cette discrimination-là, je ne l'ai pas vécue, mais moi, je l'ai vécue avec, par exemple, les tatouages. C'est vrai que quand j'ai un pull et que je fais mes tâches, on ne me dit jamais rien. Mais dès que je mets un t-shirt, là, on commence à me regarder d'un autre visage. Donc voilà, je la recommande si vous voulez lire ce genre de choses pour vous expliquer un peu ce que d'autres personnes traversent et comment elles se défont ou à l'inverse, elles se réapproprient justement leurs identités. Moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai aussi acheté et lu Fangirl. C'est un tome 1. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui a une sœur jumelle et qui écrit des fanfictions. Sur un roman, alors c'est Carry On, je crois, où on est sur une fantaisie avec un mage, un vampire et tout ça, et elle a fait des fanfictions MM sur les deux protagonistes, si j'ai bien tout compris, et elle arrive à l'université, et sa jumelle, du coup, décide d'arrêter d'écrire avec elle, et de vouloir s'émanciper, justement. Sa jumelle se coupe les cheveux très courts, ne veut pas être dans la même chambre qu'elle, elle veut se faire ses propres amis, elle veut se différencier. Sauf que celle-ci que nous, on va suivre, Cass ou Casseur, je sais pas comment on le prononce, et bien justement, elle a énormément de mal. Je pense qu'elle souffre d'anxiété sociale, voilà, elle a pas mal de troubles qui fait que justement, elle aime le confort, elle aime chez elle n'aime pas les choses qui changent. Elle a peut-être aussi un peu des troubles, alors je ne saurais pas dire peut-être troubles autistiques, mais je suis pas sûre, mais voilà, elle a du mal au changement, elle a du mal aux codes sociaux, elle ne sait pas gérer tout ça, par exemple. Elle préfère rester dans sa chambre, manger des barres de céréales,
que d'aller au réfectoire parce qu'elle ne sait pas comment le réfectoire fonctionne, elle ne sait pas où se placer, qu'est-ce qu'elle doit prendre, qu'est-ce qu'elle a le droit de faire ou pas le droit de faire, vous voyez, ce genre de choses. Donc voilà, j'avais quelques questions à son sujet, mais dans le tome 1, c'est pas explicité. On nous fait juste comprendre que justement, elle n'aime pas trop les gens et les situations. Le seul moment où elle est bien, justement, c'est quand elle écrit ses histoires. Et donc, on va la voir arriver dans cette fac et bien faire une étude de lettres. Et c'est assez compliqué pour elle parce qu'elle adore écrire, mais tout ce qui est autour, c'est compliqué. Elle va être avec une nouvelle coloc qui a un ami qui est très envahissant. Et on va voir comment les relations vont se développer. Pour le moment, je trouve ça chouette, mais je sais pas trop encore où on va. Donc je pense que je vais attendre le tome 2 pour me faire une vraie idée de où c'est qu'on va. Donc voilà, je suis assez perplexe. Pour le moment, il y a plusieurs justement personnages qui sont mis en place, des relations entre elles. Donc on va attendre. Hein. Donc comme je vous ai dit, il y a avec sa jumelle et avec sa coloc qui commence un peu à la comprendre et à la prendre sous son aile pour la faire assortir un peu de... Voilà. Il y a son père aussi qui est un père solo, mais qui visiblement... très investi dans son boulot, mais qui du coup en oublie de manger et tout, donc elle s'inquiète souvent pour lui. Il y a du coup l'ami de la coloc, comme je vous disais, qui est très présent, à un point où on se demande si ça ne sera pas lui le futur love interest. Donc voilà. Et on a un binôme avec qui elle va être en étude aussi, avec qui elle va écrire, un gars, qui lui, pour le coup, j'ai un peu peur que justement, ça soit pas un love interest, que lui, ça soit un gars qui va vouloir nous la faire à l'envers. Donc voilà, c'est hyper intéressant, justement, enfin, c'est hyper chouette à lire, c'est assez facile. Fangirl, comme vous vous en doutez, comme je vous dis, ça parle. On est beaucoup autour du coup des fanfictions, des ships, ou de sortes de choses, de l'écriture. Donc voilà, j'aime bien, mais à voir ce que ça va donner pour la suite. Je suis désolée. Cette vidéo-là à tourner, pour moi, est un enfer. J'arrête pas de tousser, je coupe toutes les 5 minutes entre me moucher et tousser. Je suis désolée. J'espère qu'elle va quand même être agréable pour vous. Donc, je continue. J'ai aussi lu... Easter Egg, qui est du coup une nouvelle d'Alicia Garnier qui a fait Rebel University, que vous devez voir juste ici. On est sur un tome 2. Le premier, c'était Santa Secret. Donc, c'est une romance entre, comme vous pouvez le voir ici, Reed et Holly. Ce sont deux jeunes gens qui sont rentrés en même temps dans une boîte qui est à New York. Elle est au service compta et lui, il est plus justement dans la création de jeux. C'est pour des enfants, très clairement. Donc voilà, on est sur cette entreprise, mais quand ils se sont rencontrés le premier jour, il lui a fait une petite réflexion qu'elle n'a absolument pas appréciée. Et donc du coup, depuis, ils se font des crasses l'un l'autre toujours. Jusque dans le premier tome, justement, où on va avoir un Santa Secret, ils vont tomber l'un sur l'autre. Et une romance va commencer à naître à partir du moment où ils doivent être enfermés le soir dans leur boîte, dans leur immeuble. Et donc là, on est sur le tome 2. Et comme vous pouvez le voir, ça se passe à Pâques. Donc... après ce qui s'est passé dans le tome 1, eh bien, on a cette nouvelle petite histoire. Donc ça va totalement vous spoiler, mais bon, enfin, vous vous en doutez bien, c'est une romance. Donc dans ce tome 2, ils sont ensemble, justement, et eh bien, lui, on arrive à Pâques, et il a très peur, puisque il essaye désespérément de lui demander d'emménager avec elle, mais il n'y arrive pas, et c'est à l'inverse même, il se rend compte qu'elle est de plus en plus distante, qu'elle cache des choses. Donc est-ce qu'elle ne voudrait pas tout simplement rompre avec lui? Et en plus, il est convoqué par son supérieur, donc il a peur... qu'en plus de se faire virer. Enfin bref, il y a plein de problèmes sous-jacents qu'il a peur qu'il lui arrive. Donc voilà, c'est une petite nouvelle toute simple mais assez mignonne. Et du coup, j'ai assez hâte de lire la prochaine qui est sur l'été, Summer Vibe, je crois. Et après, on aura Punky, je sais plus trop quoi. Donc on aura aussi l'automne. Donc je vais m'en lire un par saison. Ça sera très bien, j'aime beaucoup. On est sur un couple où ils sont pas nièvres justement. Ils s'envoient pas mal de piques et tout, ils se cherchent. C'est vraiment une romance assez fun à lire parce que, voilà, en plus c'est assez court donc ça va très vite. Et ça en plus, du coup c'était pour un de mes challenges de lecture. Donc voilà, la carte des amoureux dans le Tarot Book Challenge, celle-ci elle est validée. C'était pas prévu normalement, mais du coup j'ai commencé un autre audio. J'ai j'ai écouté Le Clan Bennett. Ça y est, donc le premier c'est Le Chant du Loup, je crois. Je n'étais pas censée en fait lire ça, c'était pas dans mes priorités, mais j'adore la version qu'ils ont sortie en collector, bookmark, mais c'était en version limitée. Et là j'ai vu qu'ils allaient refaire des précommandes au mois de mai, donc du coup, parce qu'au moment où moi je tourne cette vidéo, nous sommes au mois d'avril, vous verrez peut-être cette vidéo bien plus tard, vous, parce que j'ai vu que j'avais plein de vidéos de fêtes, mais je sais pas trop quand est-ce que je vais les poster, c'est encore autre chose. Donc voilà, moi au moment où je filme la vidéo, on est au mois d'avril, j'ai vu qu'au mois de mai ils vont les ressortir en collector, sauf que on m'a beaucoup dit, la plume de clown, il y a de fortes chances que ça ne te plaise pas, donc n'achète pas les collectors.
si t'es pas sûr que finalement les bouquins tu veux les garder. Donc je me suis dit c'est vrai que vu le prix que c'est 40 balles par bouquin, il y en a 4, 160 balles une saga, j'ai envie de vous dire oui, je vais écouter d'abord sur Audible le tome 1 avant d'être sûre de pouvoir les acheter. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai écouté Le Chant du Loup. Et alors j'ai pas eu le coup de cœur comme beaucoup l'ont eu, mais j'avoue que j'ai bien aimé l'histoire. Et donc oui, je vous certifie que le no-buy est terminé et que je vais me faire flamber cette carte bleue. C'est pas possible autrement. Donc je vais peut-être vous faire le résumé de ce bouquin avant de partir. On est du coup sur 4 tomes, on est sur des romances MM et on est sur très clairement des loups-garous. Hein. On annonce la couleur, on va pas tortiller du cul, c'est comme ça. On est donc dans le premier tome, on suit Ox, qui est un jeune homme qui s'appelle, du coup, comme je vous ai dit, Ox Madison, qui vit dans un petit patelin assez bizarre. Il est très pauvre, hein, très clairement. Son père va l'abandonner. Et du coup, il va devenir un peu le chef de famille. Sa mère galère très clairement à payer toutes les factures. Donc lui, vers, je sais plus, 12-13 ans, il va du coup décider d'aller travailler dans le garage où travaillait son père. Et donc, il va devenir mécanicien. Évidemment, son patron qui l'a pris sous son aile depuis tout petit lui dit non, tu continues tes études et tu viendras bosser en gros après les cours ou les jours où t'as pas cours, quoi, comme le week-end et tout, mais sinon tu continues tes études. Donc il fait ça, voilà. Et du coup, une relation un peu paternelle va se lier avec Gordon, son patron. C'est très beau à voir, c'est très chouette. Jusqu'au jour où la maison qui est pas très loin, parce que lui en gros il habite un peu excentré dans son village, mais la maison au fin fond de son sentier à lui, qui est encore plus excentré que lui, eh bien, il y découvre des personnes, et ce n'est pas n'importe qui, c'est la famille Bennett qui débarque, et en fait, qui redébarque, puisque il a, je crois, lui, 16 ans quand ça arrive, et il va rencontrer justement la famille Bennett, ce clan, et tout ce que ça comporte. Très clairement, hein, c'est un spoil, sans vraiment être un spoil, mais vous allez vite le comprendre que justement, ce clan, eh bien, c'est une meute, tout simplement, avec le père qui est un alpha et les enfants, forcément, qui sont des bêtas. Il va se lier très vite avec le plus petit, très clairement des frères, mais très clairement, lui, il en a 16 et le gamin, il a 11 ans. Donc, on est plus à la base, justement, sur une amitié qui va, au fil du temps, voilà, se renforcer, malgré que lui, justement, c'est un jeune homme, donc il va faire ses propres expériences. Et bien, à la fin, justement, les deux vont grandir et se rendre compte que potentiellement, on a quelque chose là. Donc, ça prend son temps, voilà, sur cette saga. Très clairement, comme je vous ai dit, on commence, Ox, il a 11 ans, 11-12 ans, au moment où justement son père l'abandonne. Et on finit le tome, je crois, eh bien, il a quelque chose comme 25 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, comme je vous disais, il y a plus de 10 ans qui se passent dans ce livre. Donc forcément, la relation prend son temps. Et aussi, comme je vous ai dit à Débert, Joe, il est mineur. Hein, donc lui, il n'a aucune vue sur ce gamin. Mais il sent bien qu'il y a une force qui fait que, très clairement, le gars, c'est quelqu'un pour lui qui est important. Il ne sait pas encore à quel point, mais ça va le devenir. Donc voilà, c'est très chouette. Je vous avouerai. J'ai pas eu le coup de cœur comme Cynthia, par exemple, a pu l'avoir. Mais j'ai bien aimé. Et il y a d'autres couples, moi, qui m'intéressent plus particulièrement, que je vois se profiler. Le couple, justement, de Gordon. Gordon, toi là, je sais avec qui tu vas être. De toute manière, c'est dit dans le tome 1, mais je vais pas vous le spoiler. Robbie aussi. J'ai un gros soupçon sur Robbie avec qui il va être. Je suis en mode... Et par contre, le dernier, du coup, je sais pas si c'est sur Carter ou pas, mais Carter, j'ai encore rien vu pour le moment dans le tome 1. Il n'y a pas de pierres de touche. Ou alors, je les ai pas vues, ces pierres de touche. Donc, à voir. Mais voilà, j'ai hâte de lire la suite, du coup, pour savoir qu'est-ce qui arrive aux autres membres de la famille. Parce qu'en gros, oui, chaque tome, on est sur des personnes de la famille. Et mais j'ai cru voir que dans le prochain, d'ailleurs, on va revenir sur certains principes qui se sont passés dans le tome 1. Puisqu'il y a une ellipse temporelle dans le tome 1. Justement, il y a un moment où il y a des personnages qui s'en vont pendant 3 ans et qui reviennent. Donc peut-être que justement, dans le tome 2, on va pouvoir revenir sur ce qui s'est passé pendant ces fameux 3 ans. Donc voilà, j'ai bien aimé cette lecture, mais ça n'a pas été non plus un énorme coup de cœur. Et encore une autre lecture que j'ai faite, vous allez me dire, en audio, c'est Kéléana, le tome 2. Et là, je suis une fire dans les Kéléana, ça y est, là je suis lancée, on ne m'arrête plus. Donc La Couronne des Minuits, qui a été ampliée en français. Donc Kéléana, on est sur l'histoire d'une jeune fille qui est très clairement l'assassineuse la plus connue de son continent, de son royaume. Et eh bien,
à cause de ça, on va dire, hein, elle a été envoyée dans une mine de sel où, en gros, on y finit par y mourir en quelques mois. Elle, ça fait plus d'1 an qu'elle y est, et justement, comme c'est une force de la nature, eh bien, elle a réussi à survivre pendant plus d'1 an. Le fils du roi, qui a vu que son père voulait un nouveau champion, très clairement un nouvel lame de main, a décidé que lui aussi, il allait proposer un champion, et justement, pas n'importe qui. Il va aller dans cette fameuse mine de sel pour récupérer l'assassineuse la plus connue du royaume, et lui dire, écoute... soit tu restes dans ta mine de sel et tu risques d'y mourir, soit je t'emmène avec moi et tu vas participer au tournoi pour devenir le futur champion du roi. Et comme ça, tu pourras regagner ta liberté. Évidemment, elle va accepter et donc elle va vivre les épreuves et découvrir toutes les intrigues de cour et tour qu'il y a autour. Et peut-être même plus, puisque justement, si le roi actuellement est là et a réussi à conquérir tout un continent, alors qu'avant il y avait de la magie sur ce continent, des créatures bien plus puissantes que lui, c'est peut-être parce que justement il a fait quelque chose de mal et donc elle va devoir découvrir qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'on en arrive là. Franchement, le tome 1 était introductif, mais en même temps, moi je trouvais très suffisant. Pas suffisant à lui-même, mais beaucoup disent que ouais, en gros, ça met du temps à venir et tout. Parce que je le comprends dans le sens un peu comme dans ACOTAR ou quand la saga d'Oren. Le problème, c'est que les gens, ils ne voient pas le love interest de suite. Donc quand ils ne voient pas le love interest de suite, ils se disent « Ah ouais, mais en fait, c'est introductif !» Non, les gars. On a un premier love interest dans le tome 1. On a un deuxième love interest dans le tome 2. Mais si j'ai bien compris, le love interest définitif arrive dans le tome 3. Donc, désolé les gars, mais pour moi, c'est pas que c'est introductif. C'est juste que vous avez visé sur le mauvais cheval, les gars. C'est pas grave, ça arrive, c'est des choses comme ça. Donc voilà, donc dans le tome 2, ça se passe évidemment directement après le tome 1. Dans le tome 1, du coup, elle a subi les épreuves et vous allez voir ce qui se passe en fonction. Et donc là, on arrive directement après. Il y a d'autres complots, d'autres intrigues qu'il faut qu'elle résoudre. Et voilà, c'est d'autres relations aussi qui vont se mettre en place. Des relations qu'on va perdre, des personnes qui vont mourir et tout. Bref, c'est addictif. Et encore une fois, c'est du Sarah J. Maas. Donc c'est pas étonnant. La complexité des personnages. Elle ose justement tuer des personnes qui sont importantes pour nous, pour l'intrigue. Faire du mal aussi bien à son personnage principal qu'à nous, pauvres petits lecteurs. On n'a pas demandé de souffrir, mais on s'en prend quand même plein la gueule. Donc voilà, j'adore et j'ai hâte de suivre parce que justement, on a un personnage principal féminin qui est haut en couleur, qui est à la fois voilà, d'une loyauté infaillible, mais qui en même temps fait des erreurs, s'emporte, s'énerve, et très clairement est badass, hein, on va pas se mentir. C'est une assassineuse, hein, et justement, quand elle a quelque chose en tête, il a une cible, rien ne l'arrête. Et franchement, j'adore voir ce genre de personnage, justement, c'est chouette. Et du coup, j'ai hâte de continuer, de lire le tome 3. Je vais peut-être m'arrêter un petit peu pour le moment sur les Kiana, pas parce que j'ai pas envie de lire la suite parce que c'est pour le moment je n'ai plus de crédit tout simplement sur Audible, donc je vais attendre de avoir des crédits pour pouvoir lire la suite. Mais ouais, j'ai hâte tout simplement de continuer et de voir justement où on va en arriver parce que là on a une révélation sur la fin, même si je m'en doutais déjà depuis le début, je vous avoue, depuis la fin du tome 1, pendant tout le tome 2, j'attendais qu'on nous donne cette révélation. À la fin, il y a un des personnages qui découvre la révélation dont je m'attendais fortement, et parce qu'on s'en doute, hein, c'est toujours, vous savez, il y a toujours un élu, une prophétie, un truc qui fait, c'est toujours ton personnage principal, en même temps, sinon, ça ne sert à rien que la série ça porte son nom, franchement, si c'est pas le personnage principal, qu'est-ce que tu veux que ça soit? Donc voilà, on s'en doutait, mais bon, c'est pas grave, il y a que ce personnage-là pour se dire, oh non, c'est pas possible, ben si, c'est possible. Donc voilà, j'ai très hâte, mais j'ai plus de sous sur mon compte, donc je vais devoir attendre tout simplement de avoir des crédits pour pouvoir écouter la suite. J'ai oublié de vous parler de La Passeuse de mots, le tome 4 que j'ai lu. Si vous ne connaissez pas La Passeuse de mots, on est sur l'histoire de Arya, qui est la fille de la boulangère, ou en tout cas de la pâtissière du royaume, en plus particulier de la capitale, de là où elle vit. Et bien c'est une jeune fille qui est passionnée par les livres, qui a toujours la tête plongée dans un bouquin, qui adore les mots, la littérature et ce genre de choses. Et elle a une relation très fusionnelle avec sa famille, en l'occurrence avec sa mère, qui, comme je vous ai dit, elle est boulangère pâtissière. Mais sa mère, elle a un petit peu de mal avec le fait que sa fille, justement, elle a un peu la tête en l'air, elle soit rêveuse, elle n'est pas très dans l'ancré dans le matériel, non, elle est plutôt dans les songes. Et eh bien, notre Arya va s'être liée d'amitié avec le dernier fils du roi, donc un des princes. Il y en a 3. Il y a l'aîné qui est très militaire, très comme son père. Il y a celui-là du milieu qui est plutôt sensible, voilà. Donc les gens le prennent un peu
pour un fragile. Et il y a le petit dernier qui lui, eh bien, les gens ils savent pas trop comment l'appréhender parce que très clairement c'est le rejeté de la famille. Et donc du coup, eh bien, elle, Arya, se prend beaucoup d'amitié pour lui. Mais il y a un traité sur le royaume qui fait en sorte eh bien, que les personnes qui ont de la magie ne puissent pas utiliser cette magie, qui l'étouffe. Jusqu'au jour où justement le traité doit être renouvelé tous les ans, je crois. Et eh bien, cette année, il y a une rébellion qui va se mettre en place et du coup, on va tuer la famille royale et Arya va se retrouver dans un peu cette intrigue puisqu'elle découvre qu'elle est l'élue, elle est la passeuse de mots, celle qui justement a de la magie. En utilisant les mots, elle peut bien véhiculer l'essence de ce mot-là. Par exemple, le mot courage, elle peut l'utiliser pour amplifier son courage ou le courage des autres qui sont autour. Souffrance, pareil, elle peut l'utiliser et provoquer de la souffrance sur les autres. Donc vous voyez, elle a ce genre de pouvoir-là et elle va rencontrer du coup l'ancienne passeuse de mots qui va lui transmettre le flambeau. Et Killian, qui est un voleur, très clairement, un peu à la Khal dans Tara Duncan, et qui va du coup l'aider, il va devenir son guide pour que justement elle réussisse cette initiation et devienne la passeuse de mots, l'héroïne qui pourra justement sauver le monde de ce qui va arriver par la suite. Très clairement, ça c'est le début, c'est le 1, là on est au tome 4, les livres sont des énormes pavés, ils font plus de 800 pages, c'est un style d'écriture très poétique, très lyrique. Il y a beaucoup de descriptions, on est très dans l'introspection. Très clairement, les auteurs ne disent pas juste le type a les cheveux noirs, il a les cheveux aussi noirs que le plumage ébène d'un corbeau, aussi sombre que la nuit, nanani nanana. Et vous avez tout un paragraphe voilà, sur la couleur de ses cheveux. On est sur ce genre-là de description, donc c'est une... Moi, j'avoue que c'est pas trop le style qui me correspond, mais j'adore le worldbuilding, j'adore les personnages, leur évolution, le développement et tout. Donc j'aime beaucoup cette saga, mais j'avoue que là ça commence à être long, Par exemple, l'audio, là, il fait 37 heures. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 37 heures, c'est quand même énorme. Donc, voilà, je l'ai fini et j'étais en mode, ça, c'est bon, c'est fait. Je peux enfin avancer sur cette saga-là. Donc, voilà. Mais par contre, comme je vous ai dit, j'adore énormément, là, les personnages, ils ont énormément évolué. Arya, on n'est plus du tout sur le même personnage qu'au tout début, où justement, c'est une jeune fille assez naïve et qui découvre les choses, qui découvre le monde. Là, on est maintenant sur une guerrière, sur une femme qui affronte, qui se découvre aussi plus femme, justement, parce qu'au début, on est sur une jeune fille. Voilà. Et on a aussi l'évolution des autres personnages qu'elle entraîne dans sa quête initiatique. Franchement, c'est chouette. Bon, là, la fin du 4 m'a brisé le cœur de manière pas possible, voilà, parce qu'on perd quelqu'un. Et donc, c'est éprouvant, je vous avouerai. Elle m'a déjà perdu plusieurs personnes dans les tomes précédents. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Arrêtez de nous faire mal à notre petit cœur. Donc voilà, j'ai bien aimé cette lecture, je la recommande si vous aimez ce genre, c'est une... alors on peut mettre ça dans la romantasy, même si je le classerais plus dans la fantasy, parce que c'est clair qu'il y a une romance, oui, mais on est vraiment voilà, sur un world building très développé, sur une plume aussi très développée, où il y a beaucoup de muscles, comme dirait mon éditrice. Voilà, c'est très chouette comme lecture, mais par contre, il faut s'y accrocher parce que c'est long. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a sûrement dû être assez longue. Je suis désolée pour mon nez, pour ma voix, peut-être pour la lumière, qui doivent pas être ouf. J'espère que le son va aller. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Hein. Désolée, mais là en ce moment, justement, la saison a repris et j'ai plus autant de temps qu'avant. Donc forcément, j'essaye de m'acclimater au mieux en fonction de mes congés. Donc voilà, n'hésitez pas justement à me soutenir, ça me ferait énormément plaisir. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker ou alors mettre un petit commentaire si vous ne savez pas quoi dire. Mettez, moi je sais pas, des flammes pour Keleana, des loups pour le clan Bennett, ou alors des oiseaux ou des serpents pour Hunger Games. Mettez ce que vous voulez, mais mettez des petits émoticônes si vous ne savez pas quoi dire en commentaire, parce que ça aide énormément, je vous l'assure, pour le référencement. Je vois bien les vidéos qui ont des commentaires en général sont un peu plus vues parce qu'elles doivent être mieux remontées par l'algorithme. Donc n'hésitez pas, ça fait énormément plaisir. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, évidemment n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures, que vous passez de bons moments. Et je vous fais tout plein de gros bisous.